Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un post ciné-critique, je reviens vers le cinéma du grand maître suédois Ingmar Bergman. J'ai traité de pas mal de ses œuvres sur la chaîne. On arrive ici en 1978 sur son Sonate d'automne ou en version originale Sonaten. Alors qu'au moment où vous voyez cette vidéo, je crois que vous êtes plus proche de l'hiver, mais bon, ça se discute. Calendairement, non. Sur le plan des températures, probablement. Je dédicace cette vidéo à un de mes abonnés, Sam, qui m'a parlé de ce film récemment en commentant une de mes vidéos sur un autre Bergman. Et m'y voici dessus pour, on peut le dire ici, un brûlot de retour, de retrouvailles quelque part, mais de nouveautés aussi dans la carrière d'Ingmar Bergman. Alors retour ou presque, pas vraiment dans son pays natal, même si c'est un film suédois, il l'a fui, donc quand même, ça a contré parce que le fisc, voilà, il y a eu quelques petits problèmes là-dessus. Donc c'est tourné à Oslo, mais c'est quand même donc avec des actrices et acteurs suédois et retour à son cinéma d'intime, j'ai envie de dire, même s'il l'a quitté que quelques années auparavant. Entre-temps, il a fait une petite carrière à l'international, notamment sur un film qui s'appelle L'œuf du serpent, que je n'ai pas vu. Retour évidemment dans un des rôles principaux de son actrice fétiche, Liv Ullmann. Il y a aussi un de ses acteurs qui a fait tourner depuis plus de 30 ans à l'époque, Gunnar Björnström, dans un rôle très secondaire. Mais alors, pour le coup, c'est la première fois qu'il propose à l'affiche un monstre sacré, j'ai envie de dire de son pays, mais même à l'international, la grande Ingrid Bergman, pour un de ses derniers rôles d'ailleurs, elle qui commençait à être malade à l'époque. Et oui, pour la première fois, nous avons les deux grands Bergman du cinéma ensemble. Aucun lien de parenté, attention. Voilà, on va aussi citer la présence de Lena Niemann qui joue la petite sœur qui n'est pas en grande forme dans le film. Bon, cinéma de retrouvailles, oui, puisque si Bergman revient à son cinéma de chambre, on l'appelle comme ça, vous voyez, eh bien, ici, on a une mère, Charlotte, qui revient, après 7 ans d'absence, auprès de sa fille Eva, ignorant que son autre fille, Elena, qui était censée être dans une institution à l'hôpital, est désormais prise en charge par Eva. Donc, il va y avoir une petite surprise. Eva qui vit donc avec sa sœur, mais aussi son mari Victor, qui est une sorte de pasteur local. Vous savez que la religion a toujours une importance dans le cinéma de Bergman, avec son éducation, etc. Et donc, Charlotte, la mère, va confronter sa fille, celle-ci osant peut-être l'affronter d'une certaine manière, et il va y avoir un regret, peut-être des émotions qui vont se libérer pour un pardon voulu ou enfin accepté, etc., etc. Je reste vague pour l'instant. Donc on est vraiment dans cette idée de relation de famille entre femmes. C'est très évident qu'on est en pleine possession du cinéma d'un auteur qui n'a eu de cesse de décortiquer la psychologie de l'intime dans sa riche et longue carrière à l'époque. Il continuera celle-ci, je crois, encore quelques petites années jusqu'à Fanny et Alexandre, si je ne me trompe pas. Arrivé donc à un certain point, pas encore au bout donc, de sa poursuite de quête de cinéma, il fait un peu un bilan, là. Et donc, nous sommes en présence d'une sorte de film-somme, toute proportion gardée, qui peut faire peur sur le papier. Si on a vu beaucoup de Bergman, est-ce qu'on n'a pas ici une sorte de répétition, de boucle? Le film propose cela, jusqu'à sa finalité. Je ferai peut-être une zone spoiler là-dessus. Ce qui est évident, c'est que nous sommes en présence d'un véritable drame totalement maîtrisé, et je pense qu'on est dans la quintessence ici du cinéma d'Ingmar Bergman. Si vous avez aimé des films comme Persona, Cris et Chuchotements, alors attention, Degrés divers, etc. D'ailleurs, il faut toujours que je le revoie, Cris et Chuchotements, eh bien, Sonate d'automne est fait pour vous. C'est même encore mieux peut-être de le voir après avoir découvert ces films phares précédents, parce que tu vois ici l'insistance qu'il propose, ce retour-là un petit peu aux sources, qu'il a à peu près regretté, sans renier le film, par la suite, en disant « oui, c'était peut-être un petit peu trop dans ce que je faisais avant, etc. » Mais d'une manière et d'une autre, oui, et peut-être un petit peu non, parce que je trouve qu'il arrive à encore plus épurer ce qu'il va proposer en termes
de mise en scène, quand bien même il y a un énorme jeu sur le temps, sur les ellipses, le montage, bien évidemment, la voix off, etc. hein. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'encore plus âpre qui fait ressortir d'autant plus les émotions. Alors là, on applaudit évidemment Liv Ullmann, qui se lâche un petit peu quand même, dans le rôle de cette fille qui a porté un certain poids de l'absence d'une mère, parce que je ne l'ai pas dit, mais le titre est assez équivoque, c'est autour de la musique, qui est une grande pianiste, donc elle a sacrifié un petit peu sa vie familiale pour aller un petit peu jouer partout dans le monde, et Eva s'est sentie souvent seule. On voit des flashbacks d'elle enfant, elle n'a pas su s'apprécier elle-même, elle n'a pas pu compter sur sa maman pour discuter de certaines choses au moment où il le fallait. Le père était là, mais c'est pas la même chose. Elle partageait plus sa solitude avec lui que vraiment quelque chose dans, on va dire, l'intime et la possibilité de s'exprimer. Et en plus, donc, il y a la sœur Elena qui va avoir des problèmes de santé. On se demande d'ailleurs si derrière, c'est pas un peu à cause de toute cette pression, tout ce manque finalement. Et donc, Liv Ullmann, extraordinaire, comme d'habitude, sous la houlette de Ingmar. Mais alors, Ingrid Bergman, c'est exceptionnel. Alors, il y a tout un jeu là-dessus, évidemment, qui sort du film en tant que tel. Les petits à côté, apparemment, la relation entre les deux Bergman n'était pas évidente. Ingmar avait sa façon de diriger, Ingrid, elle, sa façon de jouer, vous voyez, un petit peu le choc des titans. Elle a déjà eu quelques petits, comme ça, envies d'émancipation d'elle-même face à certains grands metteurs en scène, même Rossellini, évidemment. Là, ça a été compliqué. Au début, c'était pas évident, mais alors au final, dans une forme de sublimation des choses, j'ai envie de dire, elle arrive à faire du Ingrid Bergman sous la houlette d'un Ingmar qui avait ses convictions, mais qui finalement a dû laisser son artiste s'exprimer. Et ça donne lieu d'ailleurs à une sorte de conflit intérieur, on le sent. C'est parfait pour le rôle de cette mère qui va évoluer un petit peu, ou pas, dans le film. On la voit comme ça, et elle va accepter qu'elle a fait des erreurs. Mais vous voyez, il y a cette dualité-là qui est vraiment portée par le jeu d'Ingrid. Là où peut-être Ingmar voulait peut-être plus... Enfin voilà, il y a tout un truc là-dessus et ça se sent. Notamment dans une des scènes finales où les larmes d'Ingrid sont peut-être aussi les larmes d'un bilan de sa vie, de sa carrière indirectement, parce qu'elle se sait là, à ce moment-là, un petit peu condamnée, que peut-être derrière elle n'aura plus trop l'occasion de s'exprimer artistiquement. Et il y a quelque chose là-dessus. Ingmar laissant finalement parler les images, la prestation et l'intégrant ainsi dans son œuvre. Donc fatalement ici on est dans l'épuration même donc, de ce style-là qui fait la part belle à des femmes actrices totalement au sommet de leur art, dans une sorte d'intrigue très simple, il y a une sorte de minimalisme, mais quand même, qui là aussi, dans cette épuration-là, laisse part à, on va dire, au tourment émotionnel. L'ajout du personnage d'Elena, pour certains, pourrait paraître très... pas forcé, secondaire, je ne sais pas, mais dans l'idée, c'est que dans le film, elle est là, mais elle n'est pas là. C'est-à-dire que... elle est là, parce qu'il y a des scènes, justement, où presque on oublie, quand il y a la conversation entre Eva et Charlotte, donc la fille et la mère, on oublie qu'elle est vraiment là, mais elle est là, et à un moment, justement, elle se rappelle à son existence, et c'est assez fort, et c'est frontal. Parce que, évidemment, Eva écrit cette lettre, au début ça commence comme ça le film, elle écrit la lettre, il y a une narration étrange du mari, là, Victor, quasi face caméra, c'est comme si c'était une sorte d'Ingmar Bergman lui-même qui voulait impliquer le spectateur dans son récit frontalement, avec un représentant de Dieu, le regard divin un peu ou pas, d'ailleurs, d'où l'idée de boucle, j'y reviendrai très vite juste derrière. Et après, finalement, le personnage d'Ingrid Bergman, c'est un peu Ingmar Bergman lui-même qui revient à lui. Là, elle revient aux sources, au côté matriciel. Ingmar de son cinéma, Ingrid, donc ici Charlotte la mère, donc le retour matriciel vers la fille qu'elle a un petit peu laissée de côté. Et quand elle débarque, donc, après avoir lu la lettre, tout va bien, etc., elle est là avec son impresario, on sait pas trop là, et ben elle savait pas que Elena, l'autre fille, était là. Alors là, ça permet le déclenchement psychologique, finalement. Elena, donc cette sœur qui souffre d'un handicap, c'est déchirant les scènes avec elle, va permettre donc oui c'est ça, la libération des sentiments. Mais c'est vrai que
C'est terrible à quel point le film la laisse de côté parce que mère et fille à côté sont tellement prises par leurs trucs, leurs obsessions personnelles, machin, relation, machin, solitude, t'étais pas là, maintenant je suis là et tout. Je joue du Chopin au piano, regarde mon émotion à moi, à la mère, tu vois. Il y a encore cette idée de transmission à un moment-là avec un plan d'ailleurs très bergmanien où la fille se retourne vers la mère qui joue. On a ce plan souvent un peu de côté comme ça, là, proche sur les visages qu'on voit dans pratiquement tous les films de Bergman, ou du moins il y a des conflits familiaux notamment, ou des conflits de femmes. Pendant ce temps, on oublie Elena, mais alors il y a une autre scène, un moment de conversation et de confrontation, une nuit d'insomnie. D'ailleurs Bergman a eu l'idée de ce film lors d'une nuit d'insomnie. Il y avait une connexion là quand même aussi. Et or Elena, elle ressent la tension. Là aussi, il y a une connexion, finalement. Et elle débarque là, ouh là là, que c'est terrible. Le déchirement est là, en fait. Et le film est assez rotor, j'ai envie de dire, là-dessus. Parce que oui, nous, forcément, dans l'écriture, on s'intéresse déjà au duo Ullmann-Ingrid Bergman. Fatalement, c'est un peu le duel des actrices, là. Mais donc, aussi à cette mère et à cette fille. Mais nous, on se sent presque coupable, comme elle devrait se sentir coupable aussi indirectement là-dessus, d'avoir presque oublié quand même le personnage qui souffre le plus. Autant dans sa chair que dans son fort intérieur aussi. Et ça, c'est passionnant. Et donc, bien sûr, on est quasiment uniquement dans des huis clos, tout le temps en fait, dans cette maison. À part vers la fin, on est dans un train, il y a un petit déplacement justement, mais quel déplacement, bonne question. Et même dans ces flashbacks là, qui sont intégrés dans la narration, comme ça c'est fluidissime, c'est du pur Bergman. Et c'est très fort, parce que même la photographie change un peu. On est plus dans des tonalités automnales, bizarrement dans l'enfance, que là au moment où les deux, mère et fille, sont adultes, quoi. Donc passionnant. Zone spoiler rapide quand même, avant que je me perde un peu plus. Sur cette rupture finale. Alors finalement, la rupture finale de l'arrivée d'Elena dans l'escalier qui dit « Maman, viens !» C'est terrible. Excuse de la mère, tout ça, les larmes, bam, pouf, rupture elliptique absolue, assez brutale même, de la mise en scène, puisqu'on retrouve, après tout ça, directement la mère qui part dans son train, elle retourne à sa carrière. Finalement, tu as envie de dire à ce moment-là, tout ça pour ça. Oui, après on retourne tranquillement à la routine. Cette idée du train, c'est très bergmanien, alors pas dans tous ces films, l'un des films que j'ai traité récemment, peut-être le dernier à date d'ailleurs, Le Silence, c'est arrivé dans le train, sorte d'incommunicabilité, de l'inéluctabilité du temps qui passe vers son destin. Là c'est pareil, tiens, il y a eu tout ça, mais derrière on retourne dans cette impossibilité en fait, et elle retourne donc vers son fatum, la mère, loin de la fille. C'est comme ça, pas autrement. Elle aurait pu couper, prendre quelques jours pour vraiment avoir de vraies retrouvailles et vivre des choses, mais ne serait-il pas trop tard? Il y a cette idée-là. Et on voit donc Eva en parallèle qui va au cimetière, donc qui se rapproche elle de la mort, parce qu'elle a perdu son jeune fils. Voilà. Il y a tout un discours terrible là-dessus où Eva, après, a connu le bonheur, mais hyper fugace pendant 4 ans avec son fils, alors qu'avant elle n'a jamais su aimer, elle n'a pas pu s'aimer elle-même, ni aimer n'importe qui, n'importe quoi. D'ailleurs c'est un mariage sans amour, à cause de la mère, probablement, qui n'était pas là, mais avec le fils, je ne sais plus comment il s'appelle, le fils Eric je crois, elle a réussi à apprendre quelque chose, mais paf, le destin le lui a enlevé. Et elle est là au cimetière, en train de contempler la mort, mais littéralement. Elle évoque même indirectement le suicide, mais elle se dit, bon, ça c'est bergmanien, elle attend que Dieu ait besoin d'elle. Non, pas de suicide, Bergman était trop... croyant, oui, mais bon, trop dans son éducation religieuse pour imaginer cela. Donc elle aussi, elle est dans cette inéluctabilité-là, elle retourne à cette vie-là, avec Elena qui est en pleine crise de nerfs encore à côté, et Charlotte qui repart à son quotidien de grande pianiste. Mais il y a encore une lettre, et on finit le film comme on l'avait commencé, avec une autre écriture de lettre, avec même une scène, on la voit au loin, avec le mari qui parle. Alors au début on a le facecam, il parle au spectateur, là non, il y a cette voix off, donc le film se boucle sur lui-même, comme si Bergman d'ailleurs avec ce film se bouclait sur sa propre carrière. On est dans cette idée-là, et cette fin où la lettre finalement elle s'imagine la lire frontalement avec le personnage donc de Charlotte, Ingrid, face caméra aussi, mais c'est un montage savant d'une des scènes d'avant en fait, si vous prêtez attention, elle n'est pas là mais elle est là. Donc, et c'est marrant parce qu'on a l'impression que la fin du film pourrait rejouer après le film, hop, elle reviendrait, bon là il n'y aurait plus la surprise d'Elena, mais que ça serait peut-être la même chose avec un autre conflit sur d'autres trucs peut-être derrière, à moins qu'enfin les retrouvailles puissent être possibles
dans l'apaisement. Mais c'est un film qui est très terrible en fait, pour plein de points. Et cette rupture-là vers la fin montre que finalement, rien ne peut vraiment être réglé, quand bien même les excuses et les émotions se lâchent. Finalement, le mal est fait quelque part, et c'est inéluctable. Elle vers sa carrière dans le train, la fille face à son destin, face à la mort de son fils, qui l'a bloqué aussi là-dedans. La pauvre Eva quand même. Je fais un zone spoiler, bref, Sonate d'automne, c'est un des meilleurs Ingmar Bergman, bien sûr, pour plein de raisons, comme je les ai évoqués là, un peu très pêle-mêle, mais aussi parce qu'Ingrid Bergman, et alors là, c'est extraordinaire, c'était pas évident, hein. C'était pas gagné d'avance, d'ailleurs, c'était même sur le tournage, c'était pas facile. Mais il se passe quelque chose, il y a un magnétisme ultime, on voit que, en fait, cette immense actrice s'impose, elle s'impose face au grand maître, l'une des rares qui a pu le faire, vraiment, parce que bon, il faut le dire, Ingmar Bergman, malgré lui ou pas, hein, il a façonné ses actrices souvent, hein, mais bon, elles ont eu quand même l'immense carrière qu'elles ont eue, quoi. Mais alors là, Ingrid, elle débarque là, et il y a vraiment quelque chose, il y a une dualité, il y a un truc qui fait que donc, sur l'explosion de certaines scènes d'émotion, on le voit. On voit même le conflit méta de la création du truc, et ça renforce vraiment le conflit mère-fille dans l'idée aussi, voilà, maternel, matriciel, créatif, vous voyez ce que je veux dire, on parle de couper le cordon ou pas, mais... Donc c'est ça qui est fascinant en fait, c'est ça qui fait aussi la légende du cinéma, dans un écran absolument pur bergmanien, qui arrive donc à refaire son intime habituel avec ses obsessions, hein, psychologico, cristiano, destin, isolement, tout ce que vous voulez, hein, on peut reprendre pas mal de choses ici, c'est pour ça que je parlais un peu d'Orosum, mais il s'approche encore plus vraiment de la frontalité du truc. Non, ouais, je pense une sorte d'épure, même si c'est pas le terme, mais je trouve que c'est ça, c'est encore plus... Il y a des effets style, évidemment, enfin des effets de flashback, de montage, bien sûr, c'est du cinéma pur, hein. C'est pas du théâtre, hein. C'est très théâtral, mais c'est pas du théâtre. Mais il y a quelque chose, voilà, qui est organique encore plus qu'avant. Là où, par exemple, vous voyez, on prend cri et chuchotement, je trouve que c'était un peu surjoué, même si il y a quelque chose de fort, évidemment, attention, hein. Persona, qui est mon préféré, qui est un chef-d'œuvre, il y a quand même beaucoup d'effets stylistiques, vous voyez. Là, paf, voilà, il arrive à un point où Bergman, il arrive à un bout aussi, quelque part. Donc, grand film, hein, Sonate d'automne. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je ne vais même pas parler de la BO, parce que la BO, de toute façon, c'est pratiquement que de la musique classique, hein. Bon, il y a du Chopin, bien sûr. Vous avez du Bach, du Schumann, du Handel. Forcément, c'est une pianiste qui vient voir sa fille, hein. Et puis la fille qui joue un peu du piano, même si elle écrive. Hein, bon. Comme quoi, hein, on essaye d'aller autrement dans l'artistique, mais finalement on en revient toujours à la même chose. C'est l'art en sens large, et le cinéma étant ici, pour Bergman, une forme d'aboutissement pour réunir toutes ses obsessions artistiques à lui qui a beaucoup touché, évidemment, et qu'il a fait beaucoup de théâtre, presque autant de théâtre que de cinéma au final. Hein. Pourtant, il a eu une grande carrière en termes de nombre de films. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Sonate d'automne, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!